Saint-Germain-en-Laye, ça a été une des villes les plus occupées de France. On a jusqu'à 18 000 soldats allemands au début de l'occupation. Il y a eu une fuite des habitants dès le départ. Donc, au tout début de l'occupation, il y avait 18 000 soldats pour 5 000 habitants. À Saint-Germain, c'est aussi surtout la ville du traité de 1919 qui établit la paix entre les Alliés et l'Autriche à la défaveur de cette dernière. Et la signature du traité a eu lieu dans le château. Et donc, ça en fait un symbole fort pour les Allemands. Une unité de commandement est d'abord installée, puis la ville est choisie pour l'implantation de l'Oberkommando Ouest, dirigée par le maréchal von Rundstedt, afin d'organiser l'opération Silo qui prévoit l'invasion de la Grande-Bretagne en 1940. La défense allemande de Saint-Germain est alors renforcée, et surtout à partir de 1942, après les bombardements de la zone par la Royal Air Force, on a la ville du Pecq qui est rasée. Les blocos, qui sont construits par l'organisation Todt et dont il reste encore des traces aujourd'hui, sortent de terre, et ça va aussi avoir un impact sur la défense du château. On voit donc sur une des photos, qui est une photo récente en bas, un blocos qui est construit juste à côté du château, dans le parc derrière. Alors, l'histoire du château, elle remonte au XIIe siècle. Ça a été une demeure royale, puis une prison, et il devient le musée des Antiquités nationales en 1867. Et c'est en 2005 qu'il prend le titre de musée d'archéologie nationale. À la veille de la guerre, c'est donc le musée des Antiquités nationales. C'est un musée national et il n'est pas du tout en bon état. Il a été laissé un peu à l'abandon par les conservateurs et l'État. Et donc, il n'y a quasiment pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité, il y a beaucoup d'humidité. Il y a des constats, des rapports qui sont faits par les conservateurs qui disent que le musée ferme à 14 heures parce qu'il fait à peu près 6 degrés dans les salles. Mais finalement, c'est cette insalubrité qui va jouer en sa faveur parce que les Allemands ne vont pas chercher à l'habiter et vont préférer les demeures et les hôtels particuliers de Saint-Germain, bien plus confortables. Alors, pour autant, le château, de même que ses collections, ne sont pas hors de danger et il va falloir envisager différents moyens de protection. Donc, une protection collective, nationale, qui va concerner les collections nationales et une protection plus spécifique pour le château et pour le musée. Ce qu'on disait justement précédemment, là, ça va être quelque chose de beaucoup plus personnel au niveau du château. C'est une période qui a été assez peu étudiée. Comme point de départ, j'ai trouvé l'article de Marie-Thérèse Berger, le musée des Antiquités nationales pendant la guerre de 1939, qui est paru dans l'Antiquité nationale en 1988, et il n'y avait pas eu d'études de fait depuis. Et pour mes recherches, bien sûr, je me suis appuyée essentiellement sur le fonds des musées nationaux, la série R, mais aussi les archives nationales du musée et toute la correspondance en particulier du conservateur en chef de l'époque, qui est Raymond Lantier. Donc c'est Raymond Lantier, et je vais m'attarder un petit peu sur ce personnage parce qu'il a vraiment un rôle essentiel. Il va être quasiment le seul habitant du château pendant toute cette période, et c'est vraiment lui qui va le défendre et assurer la sécurité. Donc c'est un Normand d'origine qui part à Paris suivre les cours de Salomon Reynard à l'école du Louvre et d'Antoine Héron de Villefosse à l'école pratique des hautes études. Il est attaché au MAN dès 1911 et il est conservateur adjoint à partir de 1926. Sous la direction de Salomon Reynard. Il deviendra son conservateur en chef en 1932 et il quitte son poste à l'âge de partir à la retraite en 1956. Donc il est reconnu, c'est quelqu'un d'ouvert, de curieux, qui tient vraiment à la diffusion du savoir. Il va toujours accueillir les chercheurs avec bienveillance, tous ceux qui le désirent, et il contribue également à l'enrichissement des collections du musée. Et durant toute cette période, il va vraiment mettre en œuvre, participer activement à le plan d'évacuation des collections, mais aussi à l'intégrité du château. Et il va aussi veiller à ce que l'activité scientifique ne s'éteigne pas complètement. On va voir qu'elle va être sérieusement ralentie, mais elle ne va pas être complètement inexistante. Alors, concernant la protection des collections, c'est vraiment le cœur du musée, et donc c'est une protection qui va être pensée très tôt. Les pertes durant la Première Guerre mondiale et durant la guerre civile d'Espagne ont conduit la direction des musées nationaux à envisager une solution de protection des collections contre les bombardements. Cette solution, ça va être l'évacuation dans des dépôts
qui sont éloignés des zones de combat, on a vu les châteaux. Dès 1932, donc ça dit quelque chose aussi du climat qui règne en Europe, Henri Verne, qui est le directeur des musées nationaux à l'époque, dans un courrier confidentiel, demande à Raymond Lantier et à tous les conservateurs en chef des différents musées, c'est vraiment quelque chose de national, de lui fournir une liste des objets à évacuer en cas d'urgence, avec un ordre de priorité et des modalités d'évacuation. À partir de 1936, la crainte d'un conflit de plus en plus imminent pousse à concrétiser les mesures de protection. Il y a un crédit qui est ouvert à l'administration des Beaux-Arts pour la protection du personnel et des œuvres des musées nationaux. Il est demandé à Raymond Lantier de se rapprocher du préfet de Seine-et-Oise, les Yvelines aujourd'hui, pour établir les précautions à prendre en cas de guerre pour l'évacuation des collections du musée. Encore une fois, je dis Raymond Lantier, mais ce sont des directions qui sont données à tous les conservateurs des musées nationaux. Ça fait partie du plan d'évacuation. Et donc, en parallèle, des châteaux qui ont été choisis comme lieu de dépôt des collections. Donc, on va avoir Chambord, qui va vraiment être le point de ralliement de toutes les collections, Cheverny, Valençay, Brissac, Courtalin, Sourches et l'abbaye de Locdieu dans l'Aveyron, qui vont faire partie des dépôts principaux. Et à ces dépôts principaux s'ajoutent des châteaux qui vont servir plus ponctuellement et qui sont des lieux qui vont évoluer finalement au fur et à mesure des avancées des lignes de front et de bombardement. C'était vraiment la destruction des œuvres qu'on craignait. En septembre 1938, c'est la crise des Sudètes, et cela lance le signal d'une première évacuation des œuvres des musées nationaux selon le plan prévu au niveau national, et l'emballage des œuvres va commencer. Donc, toutes les mains sont bonnes à prendre, et donc toutes les grandes œuvres qui vont pouvoir être transportables vont être emballées et être dirigées vers Chambord, puisque c'était le lieu de dépôt. Les accords de Munich sont signés le 30 septembre 1938, et finalement, cela va lever l'alerte. Les collections du musée qui étaient évacuées vers Chambord le 27 septembre vont revenir dans le musée le 1er octobre. Elles sont déballées, elles sont réinstallées. Les caisses ne sont pas rangées pour autant. Et il y a même des caisses, d'ailleurs, qui ne vont pas du tout être ouvertes et qui vont être directement rangées dans les caves, dans les réserves, en attendant finalement une prochaine alerte. Et c'est ce qui va arriver. Après le discours de Daladier le 25 août, il y a la direction des musées nationaux qui demande aux musées nationaux de fermer leurs portes, et l'évacuation des œuvres, la définitive, est lancée. Pour ce qui est du MAN, donc là, on retrouve des photos d'emballage. On voit aussi les vitrines complètement vides. Il ne reste plus que les étiquettes, les cartels. En ce qui concerne le MAN, c'est dès juin 1939, donc, alors qu'il est demandé aux conservateurs des musées nationaux de signer un contrat de location avec une société de déménagement, que Raymond Lantier va passer un contrat avec la société Mignard, avec la garantie que les véhicules seront temporairement exemptés de réquisition. Parce qu'il y avait eu des problèmes pour la première évacuation, certains véhicules qui avaient été commandés n'avaient pas été disponibles finalement. Il faut aussi dresser une liste des collaborateurs de confiance pouvant aider à l'emballage. Et Raymond Lantier va désigner l'abbé Breuil, qui est un préhistorien reconnu et un donateur du musée, un peu préhistorique aussi. Au musée, donc au MAN, les premières caisses vont partir le 30 août à destination de Chambord. Elles vont, toutes ces caisses, contenir des objets et les musées et les objets du musée, et un exemplaire de l'inventaire. Donc sur les caisses, on avait vissé, cloué ce genre de panneaux qui indiquaient la destination du lieu. Toutes les caisses étaient épinglées comme ceci pour indiquer le lieu de destination. Donc, dans chacune des caisses, il y avait aussi un inventaire. Donc, l'inventaire, ça consistait dans la liste des objets qui étaient contenus dans la caisse avec leur numéro d'inventaire. Désolée pour la qualité des photos. On a à gauche un premier exemple. Oui, à gauche, un premier exemple d'inventaire qui était fait main sur papier carbone avec plusieurs exemplaires qui étaient donnés à différentes personnes. Je crois que sur la deuxième évacuation, il y avait 7 exemplaires d'inventaire, ce
qui étaient un peu dispatchées partout dans les caisses, une à la direction, une des musées nationaux, une qui restait au château. Je crois qu'il y en avait un dans l'atelier aussi du musée. On a les numéros d'inventaire, on a bien sûr les intitulés. Il va y avoir aussi dessus la salle et la vitrine dans laquelle ils étaient exposés, la date de mise en caisse, et on a aussi le matricule du camion, le nom du chauffeur, c'est extrêmement détaillé. Et donc, on a 150 caisses qui sont ainsi transportées vers Chambord entre le 30 août et le 21 septembre. Ces inventaires, ils sont très intéressants parce qu'ils montrent plusieurs choses. D'une part, ils montrent que le MAN ne transporte pas seulement des caisses du MAN. Effectivement, il avait été demandé de la part de la direction des musées nationaux aux conservateurs de sonder un petit peu autour d'eux, voir si des musées privés ou les musées municipaux ou des grands collectionneurs étaient intéressés et voulaient protéger aussi leur collection, et ils pouvaient bénéficier du système de transport des musées, par exemple. Et c'était aussi vrai donc, pour les personnes. Et donc, on a dans les inventaires du MAN 5 caisses du musée de Saint-Germain, du musée municipal de Saint-Germain. Et on a aussi, et là, c'est la deuxième feuille, deuxième inventaire, l'inventaire du fameux Abbé Breuil, donc, et qui lui aussi a profité des transports du MAN pour y mettre ses affaires, qui étaient précieuses, donc des manuscrits, des choses précieuses. Et ces caisses, ces inventaires, ils montrent également que dans les caisses, on ne trouve pas que des objets, ce ne sont pas que les objets des collections. Et donc, on a là la caisse numéro 8 qui montre que dedans, on va mettre également des documents administratifs, des manuscrits, des registres d'entrée, tous les documents du musée qui vont représenter un intérêt majeur pour la gestion du musée, qu'on estime important. Encore une fois, on craignait surtout des bombardements et des incendies, et donc tout ce qui était propice à brûler ou à disparaître devait être protégé. Donc les convois convergent principalement vers Chambord, mais toutes les caisses n'y restent pas. Et donc une partie des collections du MAN va être envoyée aussi vers les châteaux de Cheverny et de Valençay. Donc on a 50 caisses qui vont arriver au dépôt de Valençay dans la matinée du 16 juin 1940 et qui vont être déposées dans la remise des dépendances aux côtés des grandes statuaires du Louvre. Et Raymond Lantier rejoint le château dans l'après-midi. Il doit y tenir son poste jusqu'au 11 juillet parce qu'il y avait un système de tours des différents conservateurs en chef qui se relayaient dans les dépôts pour faire la surveillance et la gestion du personnel et des arrivées et des sorties. Donc, les caisses de Valençay sont renvoyées au dépôt de Cheverny en 1945, sur la fin. Alors, Rose Valland, dans son livre Le front de l'art, évoque également le dépôt de Courtalin dans l'Eure pour les caisses du MAN. Je n'ai pas trouvé de traces dans les inventaires, mais elle explique que c'était donc l'abri des collections d'antiquités égyptiennes du Louvre, en tout cas une partie, et qu'une partie aurait été évacuée à Saint-Blanchard dans le Gers en juin 1940, et donc une partie des collections du MAN les aurait remplacées. Mais je n'ai pas trouvé de traces. Par ailleurs, par contre, l'inventaire des archives nationales atteste le passage des œuvres du MAN dans 2 autres dépôts, le château de Chantreuil et le château de Fougères-sur-Bièvre, Donc Chantreuil qui a été un dépôt de 1942 à 1945 et Fougères qui a été un dépôt de 1940 à 1942. Pour ce qui est déjà des œuvres qui étaient jugées intransportables, parce qu'elles étaient trop lourdes ou trop fragiles ou alors considérées de moindre importance, elles restaient au musée et elles ont été déposées dans la salle du bûcher. Alors là, je vous remontre, j'avais oublié cette photo, c'est justement un inventaire des œuvres quand elles sont arrivées à Valençay. Il y a un nouvel inventaire qui a été fait des caisses quand elles arrivaient en dépôt. Un peu plus organisé, donc c'est plutôt un résumé. Et il y a une petite indication tout en haut qui est intéressante parce que régulièrement, justement, on a vu qu'il y avait le problème des châteaux, c'est qu'il y avait des conditions de conservation qui n'étaient pas toujours optimales. Et donc régulièrement, et c'est pour ça aussi qu'il fallait un conservateur en chef qui venait gérer un peu l'ensemble, les caisses étaient ouvertes pour constater l'état des objets, pour voir s'il n'y avait pas de dégradation. Et Raymond Lantier, je ne pourrais pas expliquer pourquoi, avait indiqué précisément, lui, qu'il ne voulait en aucun cas qu'aucune des caisses ne soit ouverte si lui n'était pas présent. Donc, les caisses du MAN ont été une des seules à pas avoir été ouvertes pour vérifier le contenu.
Là, on a encore la suite des inventaires, un inventaire un peu plus précis des caisses qui étaient arrivées à Valençay. Donc, pour les œuvres qui n'étaient pas transportables, elles sont restées sur place, elles ont été déposées dans la salle du bûcher. Les vitrines ont été protégées par des rubans de scotch, on le voit, et rassemblées. Le but, c'était de les éloigner aussi des fenêtres et de faire en sorte qu'elles soient un minimum protégées. Et ce seront les premières à être remises en place au début du mois de septembre 1945. Alors en 1944, la fin de la guerre s'annonce un petit peu, mais le MAN reste en alerte parce qu'il y a des rumeurs de débarquement, sauf que ce qui dit débarquement dit bombardement, et il faut alors encore protéger les œuvres des bombardements alliés. Donc, les sacs de terre sont ajoutés pour obstruer les fenêtres de la salle qui abrite les collections non évacuées. Les statues sont descendues de leur socle, elles sont groupées par deux, protégées par des caisses, couchées sur le sol. Et les bas-reliefs, pour les bas-reliefs, on fait des coffrages directement dessus. Ils ne sont pas descendus des murs, on fait des coffrages directement sur le mur verticalement. On a un échafaudage. Et finalement, eh bien, il y a assez peu de dégâts à déplorer. Les premières caisses du MAN vont revenir en 1945, en août 1945. Le convoyage du retour s'échelonne tout au long des mois de septembre 45, janvier et mars 46. Et les dernières caisses du MAN, ce sont certainement une des dernières caisses, des derniers musées à arriver, c'est le 15 mars 1946. Donc c'est assez tard, finalement. Et il y a une raison aussi pour ça. Donc les listes d'inventaire sont reprises pour constater d'éventuels manques ou des dommages sur les œuvres. Là, tout est recompté avec des traces. Les petites traces rouges, ce sont justement les ajouts à l'arrivée des caisses. Et on va déplorer donc, sur plusieurs milliers d'objets. Au total, on avait environ 170 caisses et on a une trentaine d'objets qui ont disparu, cassés. Et quand on voit la description des objets, ce sont des petites pointes de harpon ou des petites pointes de ceinture. Bon, rien de... Voilà, les gros objets quand même ont été préservés. Donc, c'est plutôt une réussite. Donc, les collections du musée ont bénéficié de cette organisation collective qui a été efficace, en tout cas concernant les collections du MAN. Pour ce qui est du château en lui-même, chacun avait sa spécificité et donc chacun a un peu organisé sa défense localement et personnellement. Le château de Saint-Germain, il est situé sur un promontoire et il représente une cible assez simple. Il craignait vraiment les bombardements. Et donc, à l'instar de la protection des collections, la protection des murs s'est organisée aussi assez tôt, dès 1936. C'est l'architecte en chef des monuments historiques, Jean Hulot, qui est chargé de prévoir les mesures préventives. Il fait une visite au château, il rencontre Raymond Lantier. Après une visite, il peut constater que finalement, la seule chose à faire, ça va être des empilements de sacs de terre pour protéger les lieux. Les caves peuvent être utilisées pour servir de refuge, et une partie des collections qui n'a pas été évacuée. Et le château va être choisi comme poste de défense passive, et un poste de secours est demandé par la municipalité. Des masques à gaz vont être distribués, il y a un petit poste de défense passive qui s'organise dans les caves du château. La guerre est déclarée le 3 septembre 1939 et tout de suite, les opérations de protection commencent. Tout ce qui est ouverture et statut, comme par exemple ici le mercure gallo-romain, vont disparaître derrière des sacs de sable. Mais finalement, cette première année de conflit, la drôle de guerre, il ne va pas se passer grand-chose, ça va être assez calme pour le château. Et c'est avec l'arrivée des Allemands et l'occupation que là, par contre, bien sûr, les choses vont s'accélérer. Il y a un poste militaire le 11 juin, un poste militaire français, qui est installé le 11 juin dans la grande salle de la loge du concierge. Et le personnel du musée est déchargé. Et suivant les instructions de la direction des musées nationaux, vont rester sur place seulement le conservateur, un brigadier et un gardien. Mais les attaques vont se multiplier et finalement, même ce peu de personnel-là, tout le château va être évacué et le personnel va devoir rejoindre le Louvre dans la nuit du 12 juin. Et lorsqu'ils reviennent le 24 juin, eh bien, le château
le poste, il y a toujours un poste militaire, sauf que ce n'est plus un poste militaire français, c'est un poste militaire allemand. Les Allemands sont rentrés dans le château et l'Ostkommandantur de Saint-Germain-en-Laye s'est installé, à son tour aussi dans la grande salle de la loge. Et donc là, il y a une intervention du directeur des musées nationaux, Jean Jaujard, qui succède à Henri Verne et qui va intervenir auprès du commandement militaire allemand de la région de Paris pour que ce soit l'administration des musées nationaux qui assure elle-même la garde du château. Et c'est une requête qui va être accordée le 2 juillet, ainsi que l'interdiction des troupes allemandes d'occuper l'édifice. Donc, officiellement, le château ne sera pas occupé. Et ce sera le cas, effectivement. Ce qui n'empêche pas les visites des officiers. Il va quand même y avoir des tentatives de réquisition. Et Raymond Lantier va être obligé de réglementer les visites. Il va solliciter de nombreuses fois l'Ostkommandantur qui va produire des arrêtés à cet effet. Donc le château n'est pas réquisitionné à temps plein, mais il va faire vraiment l'objet régulière, ponctuelle, de tentatives de réquisition par les Allemands, mais également par la municipalité de Saint-Germain. Il y a une longue histoire de conflit entre le château et la mairie de Saint-Germain qui essaye régulièrement de récupérer des salles et qui va continuer pendant la guerre. Et donc, ça va, pour les Allemands, du stockage de vivres, ça va être principalement ça. Et on a, à la fin de la guerre, Raymond Lantier qui se retrouve avec 8 tonnes de biscuits stockés dans une salle dont il ne sait que faire. Et par contre, pour la mairie de Saint-Germain, elle a l'idée d'organiser un réfectoire pour une colonie de vacances. Elle veut ouvrir un lycée pour les filles, un lycée pour garçons, et à chaque fois, on a donc Raymond Lantier qui tente de faire barrage. Par 2 fois, cependant, ces protestations ne vont pas aboutir. Alors, la première fois, c'est le 12 juillet 1940, où Raymond Lantier informe Jacques Jaujard que les Allemands ont réquisitionné la salle 1 du musée pour la conférence franco-allemande des 5 et 6 août 1940, qui réunit tous les préfets de la zone occupée. Donc, le choix de la salle n'est pas anodin, puisque c'est dans cette pièce qu'a été signé le traité le 10 septembre 1919. Donc, le symbole est extrêmement fort pour les Allemands et ils veulent prendre leur revanche. Donc, ils choisissent cette salle, ils font appel au mobilier national pour la meubler, donc qui donne ce qu'il faut. Et le château va d'ailleurs abriter plusieurs réunions avec les chefs de commandantur ou les préfets. Et surtout à partir de juillet 40 et jusqu'en 1942. Là, ça va commencer, ça va s'arrêter. Et la plupart de ces réunions, comme on le voit sur cette photo, l'étendard nazi était placé dans la salle et il était placé au-dessus du portail de l'entrée du musée aussi, à l'extérieur. Donc, le deuxième événement, c'est la nuit du 3 mars 1942. C'est le Maine qui suit les premiers bombardements. Les bombardements par la Royal Air Force. Les bombes sont tombées dans le parterre à environ 300 mètres du château et toutes les fenêtres de la façade nord et est ont été abîmées. La presque totalité des vitraux ont été soufflés. La façade sud va être moins touchée. Les appartements de fonction sont endommagés. Les fenêtres sont détruites et il y a quelques portes qui ont cédé aussi sous le souffle. Et cet épisode va déclencher une réaction de défense intense chez les troupes allemandes qui veulent transformer le château en bunker. Et ils vont déjà commencer à vouloir monter sur le toit pour des projecteurs électriques pour la défense anti-aérienne. Et donc là, on demande aussi, Jacques Jaujard va essayer d'intervenir auprès des autorités allemandes pour empêcher ça. Donc, les installations sur le toit ne vont pas être placées. Par contre, toujours dans l'idée de la défense, il y a les sous-sols du château qui vont être réquisitionnés par les autorités allemandes pour mettre un poste de secours sanitaire. Et le problème, c'est que l'entrée de l'infirmerie va se faire dans la cour intérieure du musée. Et donc, on a une entrée qui va être construite. Et là, il n'y a pas eu possibilité de faire quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment les 2 entorses, et celle-là en particulier, puisque là, matériellement, une vraie entorse à l'intégrité du château. En mai 1940, les sacs de terre et les planches de bois sont rajoutés pour obstruer les fenêtres. La porte du rez-de-chaussée est blindée. L'idée, c'est de barricader au mieux l'édifice pour parer à d'éventuels bombardements. Mais finalement, là encore, le château n'a pas vraiment de dégâts supplémentaires. Et Lantier écrira à Jaujard
je le cite, que le musée n'a pas eu à souffrir de ces différentes occupations et on doit se féliciter de l'heureuse chance qu'il a préservée en ce dernier mois d'août où il était raisonnable de craindre le pire, effectivement. Mais ce n'est pas terminé pour autant, parce que la mairie vient d'inscrire le château sur la liste des immeubles susceptibles d'être réquisitionnés pour les besoins de l'armée américaine. À la demande, bien sûr, de Lantier, Georges Sall qui succède à Georges Sall, qui succède à Jacques Jaujard, intervient auprès du préfet, puisque les Américains avaient eu la bonne idée d'organiser un tournoi de basket dans les salles du château. Donc le château traverse le conflit sans dégâts vraiment importants. Il y a de nombreuses tentatives de réquisition, des occupations, mais il y a peu de traces. Et l'état de l'édifice après la guerre, finalement, tient plus du manque d'entretien qu'il a subi sur les 50 dernières années que de véritablement des bombardements et du conflit. Et justement, cet état de délabrement et le fait que le musée soit vide, Raymond Lantier veut profiter de cette occasion pour remettre en valeur le musée. Donc, il avait déjà quelques réflexions, quelques projets, et il y a eu un article en 1939 qui a été encore plus le déclencheur, et qu'il a envoyé à Jacques Jaujard. C'est un article du 18 mars 1939 qui est paru dans le Cri du jour et qui explique que le musée d'archéologie nationale, c'est pas terrible quand même. Et on termine par: les touristes attirés par la renommée de Saint-Germain y rentrent la figure ouverte et l'œil brillant, et ils en sortent le visage long d'une aune. Donc, il n'était pas très, très content. Et donc, il se sert un peu de cet article et aussi d'un rapport qui avait été fait par Albert Grenier, qui est professeur d'Antiquité nationale au Collège de France, qui a fait un gros rapport sur l'état du musée d'archéologie nationale, sur l'état de l'archéologie en général, d'ailleurs. Et il fait une comparaison intéressante avec les musées en Angleterre et les musées aussi en Allemagne, et l'archéologie en Angleterre et en Allemagne. Et donc, voilà, et qu'il faut faire quelque chose pour ce musée. Donc, Lantier, il est conscient que le musée, il faillit à la mission principale de mise en valeur des collections et d'accueil du public. Et il voudrait vraiment y remédier. Et donc, en 1941, j'en avais parlé à Jacques Jaujard, et la direction des musées nationaux lui demande d'établir un programme de travaux et d'aménagement au titre de plan décennal. Donc, il fait un rapport, il écrit à Jacques Jaujard, il fait la liste des travaux à effectuer, il y a le personnel à augmenter, il manque réellement de personnel, mais ça ne suffit absolument pas et il ne se passera rien. Il faut aussi une volonté politique qui n'est pas présente à ce moment-là, bien sûr, et donc il n'est absolument pas entendu. Les seuls travaux qui vont être faits, c'est l'installation du chauffage et de l'électricité, et ils le sont parce que, et ça explique aussi un peu le retard des collections, c'est qu'il a conditionné l'installation, la réinstallation des collections et le retour des collections à l'exécution des travaux de chauffage et d'électricité. Il a dit à la direction des musées nationaux que de toute façon, il l'inscrivait dans l'exercice de 1946 et qu'il fallait que ce soit fait et qu'il ne réinstallerait pas les collections tant que le chauffage et l'électricité seraient installés. C'était la moindre des choses. Donc, au niveau donc, on a vu pour les collections, on a vu que le château, qui sont relativement sortis indemnes, l'activité scientifique a été plutôt ralentie, mais elle n'a pas été totalement absente. Raymond Lantier va travailler sur différents projets pour les collections du MAN. Tout d'abord, il lance l'inventaire sur la fiche des objets. Pardon, je reprends. Donc, il va travailler sur différents projets pour les collections du musée. Il va lancer l'inventaire sur fiche des objets du musée. Il va commencer également la rédaction d'un guide illustré des collections. Il va refondre, il existe déjà un catalogue illustré qui avait été fait par Salomon Reynard et il va essayer de refondre celui-ci. Il veut s'aligner sur les séries des catalogues qui sont déjà publiés par les musées nationaux. Et il fait aussi quelques acquisitions. C'est le tableau que j'ai fait là. J'ai repris les tableaux d'entrée et on voit qu'il y a finalement des acquisitions de 1939 jusqu'à 1945. En 40 et en 41, où il n'y a absolument rien. Mais globalement, des achats, des legs ou des dons qui ont été faits. Et on a 11 entrées nouvelles, c'est pas énorme, mais 11 entrées nouvelles entre le début et la fin de la guerre. Donc, on ne peut pas vraiment dire que le MAN a été complètement abandonné pendant la Deuxième Guerre mondiale. La fonction de ces murs a été détournée.
et ses missions ont été largement réduites, mais il a quand même vécu. Et on peut même ajouter qu'il a vécu hors les murs, et je vais vous terminer par une petite anecdote. C'est une belle anecdote. C'est un courrier que reçoit Raymond Lantier en 1942, un courrier de Madame Quignon. Madame Quignon, elle écrit au Man parce que son mari est prisonnier dans un camp. Et alors qu'il est prisonnier, il veut organiser une exposition dans son camp. Et il voudrait une brochure, un catalogue des collections du Man. Et donc, passe par l'intermédiaire de sa femme pour demander au Man, au musée d'archéologie nationale, un catalogue des collections. Bien entendu, Raymond Lantier va lui envoyer. Et je trouvais que ce courrier, cette demande, elle apportait justement du sens à toute la mise en œuvre d'énergie qui avait été mise en place toute l'énergie qui avait été mise en œuvre pour protéger le patrimoine et les collections. Et là, on se rend bien compte que voilà, ça sert à ça aussi. Protéger le patrimoine, c'est aussi ça. C'est parce qu'on a un prisonnier qui est dans un camp et qui pense à son patrimoine et qui veut l'utiliser et qui démontre l'importance de ce patrimoine, tout ce que ça représente comme pour lui, comme peut-être une racine, une histoire. C'est aussi un souvenir et certainement une fierté et certainement un espoir aussi pour la suite. Je vous remercie.